Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la thématique « Pourquoi et comment digitaliser son offre de formation ». Donc, moi-même, Patricia Weiss, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Pereira, avec lequel je vais co-animer cette session. Voilà, on va vous… Ah ça commence. Voilà. Donc là, vous voyez nos visages, si toutefois vous n'avez plus nos caméras qui sont à l'écran. Donc, effectivement, Digitalior, c'est un cabinet qui accompagne les organismes de formation et formateurs dans la gestion de leur offre de formation, la gestion stratégique, mais également la mise en conformité par une veille permanente des nouvelles mises à jour, tant en conformité administrative que légale. Et puis aussi dans une perspective de stratégie, de développement, dont l'axe du digital. Eric, qui est aujourd'hui votre premier interlocuteur, est donc ingénieur pédagogique et qui intervient en formation digitale. Il intervient à la fois dans le conseil et dans la conception. Également, oui, dans le conseil, dans la conception. Je pense que c'est assez clair. Oui, c'est suffisamment large. Voilà, donc aujourd'hui, on a estimé notre intervention à environ 45 minutes, 50 minutes, avec tout à fait la possibilité d'intervenir via le chat dans un premier temps pour que je puisse, moi, lorsqu'Eric a la parole, recenser les questions qui sont formulées. Si elles peuvent être directement répondues, c'est le but, eh bien, je la soulèverai en direct. Donc, n'hésitez pas à partager en chat. Et puis ensuite, on laissera encore libre cours à la discussion. Donc, vous avez la possibilité, pendant nos interventions, de nous interrompre, tout à fait, mais aussi, à la fin, on laissera encore un temps de pause et on recensera toutes ces questions-là pour éventuellement en faire toute une restitution sur la page dédiée à l'événement. Donc, toutes les questions seront reprises et on y répondra individuellement. Voilà, Eric, est-ce que j'ai encore une information de démarrage que je n'ai pas transmise ? Non, je pense que c'est très bien. Tu peux me donner la main pour que je puisse partager mon écran, si possible. Voilà. Donc, nous allons aborder les contraintes et avantages du digital, comment se lancer, donc vraiment des pistes pour démarrer. Et puis, j'aborderai, moi, pour ma part, les canaux de diffusion. C'est parti, Eric, je te laisse la main. Merci. Hop. Alors voilà, donc je reprends. Alors bonjour à tous. Je l'ai déjà dit rapidement, mais bonjour à tous. Donc je ne me représente pas. On aura peut-être l'occasion d'échanger un peu plus longuement ensuite. Donc là, merci à Patricia pour son invitation. Et donc l'objectif ici, c'est effectivement de revenir sur les raisons de la digitalisation et les besoins émis par la digitalisation de ces formations, et puis vous apporter quelques pistes pour savoir comment se lancer, en tout cas, quels sont les fondamentaux à mettre en avant pour pouvoir se lancer et assurer une efficacité et une efficience de vos formations pour une rentabilité aussi intéressante. Alors moi, je vais plutôt d'abord revenir sur les contraintes et les avantages qu'on peut voir, qu'on peut percevoir, et notamment certains points qu'on n'évoque pas toujours, ou en tout cas qu'on ne regarde pas toujours correctement avant de se lancer. Et puis ensuite, je transférerai tout ça sur la manière dont on peut lancer une formation digitale. Et moi, ça sera plutôt sur la partie pédagogique, et Patricia reviendra effectivement sur les différents canaux de diffusion. Alors, je fais un retour très, très rapide pour gagner un petit peu de temps sur le questionnaire qui vous avait été posé. Donc globalement, effectivement, on voit bien que là, la crise actuelle du Covid, ou de la Covid, comme on veut, a bousculé quand même, en tout cas, peut-être pas encore les pratiques, mais les besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une forte demande en digitalisation des formations. Il y a un véritable besoin en formation, en digitalisation des formations. Besoin qui n'avait pas toujours été anticipé, hein, effectivement. Alors, c'est vrai pour les petites entreprises, c'est vrai surtout pour les indépendants, parce qu'on verra, on y reviendra, mais ça demande aussi des coûts qui sont quand même relativement importants. Pour la plupart d'entre vous, on peut constater qu'effectivement, et notamment pour les 2 tiers, il y a déjà eu, même si vous faites beaucoup de présentiel, un apport du digital en présentiel. Donc ça, c'est déjà un point intéressant. Ça veut dire que globalement, on a tous quand même déjà un premier pied dedans dans la digitalisation. Alors maintenant, comment envisagez-vous vos formations digitales
et là, la question était effectivement, est-ce que pour vous, c'était plutôt de générer une plus-value pour vos formations, une plus-value de vos compétences? Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a à peu près 50% des personnes qui estiment que on va plutôt générer une plus-value sur ces formations et pas nécessairement une plus-value sur les compétences, c'est-à-dire qu'on pourra justifier auprès de ses propres clients au travers de la formation digitale. Et on verra que finalement, ce n'est pas tout à fait vrai et que les deux ont raison. On va pouvoir générer une plus-value chez les deux. Et puis, dans quel contexte finalement on souhaite digitaliser ces offres? Ben, effectivement, là, c'est plutôt pour développer ces activités, hein. Là, la réponse me semble effectivement assez claire. Et une question qui était importante et que j'avais proposé de poser, c'était: est-ce que vous percevez plutôt une amélioration des apprentissages ou un appauvrissement des apprentissages? Et là, on est assez partagé également. On a à peu près la moitié des personnes qui ont répondu, qui estiment que, bon, on a une amélioration de l'apprentissage, mais une grande partie estime aussi qu'on peut avoir un appauvrissement. Alors, on va d'abord revenir sur les premières contraintes, hein, les contraintes du digital. Alors, j'ai bien marqué les contraintes et avantages parce que bah, finalement, les contraintes, ce sont des points qui sont importants à considérer pour monter une formation digitale, mais ce ne sont pas des freins. Ça fait partie des risques dont on va devoir tenir compte, mais ces risques sont bien entendu contournables et sont inhérents à tout projet, quel qu'il soit, y compris un projet de digitalisation des formations. Donc, la première contrainte, elle est bien sûr technologique. Heu, Globalement, le formateur lambda, et je l'ai été, hein, puisque je suis formateur depuis plus de 20 ans, le formateur lambda a, l'habitude de transmettre, d'être dans sa salle, d'être dans une relation physique. Aujourd'hui, on se rend bien compte que cette relation physique, elle est difficile par défaut avec la crise du Covid. Et on est un peu confronté finalement à ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on ne voulait pas mettre en place, c'est-à-dire se couper de la relation directe avec ses apprenants. Et la technologie, de fait, est naturellement un frein parce qu'effectivement, la technologie rend les apprentissages beaucoup plus lents. Celui qui vous dit aujourd'hui, et je pense notamment à certains éditeurs hein, qui vantent leurs outils en vous disant que la technologie facilite les apprentissages, ça n'est pas du tout vrai. La technologie ne facilite pas les apprentissages. La technologie est un outil et doit rester un outil au service de l'apprentissage. Et c'est la manière dont on va l'utiliser pour construire nos apprentissages qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'efficace. Ça veut dire aussi que la technologie va nous apporter des environnements qui vont se multiplier. Et on le reverra un peu plus tard, c'est que les environnements, on va avoir des environnements formels, c'est-à-dire qu'on peut faire de la classe virtuelle, par exemple, mais on va aussi pouvoir proposer des apprentissages de manière non formelle, c'est-à-dire en dehors de la formation directe en lien avec le formateur. Et puis aussi une question qu'on ne se pose pas systématiquement, et à la fois du point de vue du formateur et du point de vue de l'apprenant, c'est que le formateur, va finalement, aujourd'hui, avec la formation digitale, inviter l'apprenant, les participants de sa formation chez lui. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser, un peu comme pour le télétravail finalement. Est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on s'est préparé à accueillir l'apprenant chez soi, dans son environnement, ce qu'on ne fait pas d'habitude, puisque habituellement, on va chez son client ou on va dans une salle de formation et on accueille les participants. Mais ça veut dire aussi que du côté de l'apprenant, ben, dans beaucoup de cas, et notamment actuellement avec le télétravail, les apprenants vont nous accueillir, nous, formateurs, chez eux, dans leur environnement, un environnement qui est par défaut contraint, parce que ça n'est pas un environnement nécessairement apprenant initialement. On peut très bien arriver chez un apprenant alors que la femme ou le mari est en train de faire la vaisselle ou de s'occuper des enfants, etc. Et ça n'est pas nécessairement évident pour l'un comme pour l'autre. Donc ça, c'est une des premières contraintes qu'il va falloir contourner. Donc bien sûr, il y a toujours des possibilités de les contourner, mais c'est des contraintes à prendre en considération dès le départ. Ensuite, une autre contrainte, et qui là est extrêmement importante, notamment pour un formateur indépendant, eh c'est le coût. Parce que contrairement à une formation traditionnelle, la formation digitale va imposer un coût avant formation qui va être de 100%, puisqu'on va devoir investir dans la production de contenu, on va devoir investir dans différents outils, on va devoir aussi investir en temps, puisque il va falloir aussi apprendre à maîtriser ces outils qui vont nous permettre de construire des contenus. Ça veut dire qu'on va investir la majorité et pratiquement 100% de l'investissement dans une formation digitale va être effectué avant même les premières entrées, les premières ventes de la formation. Et ça, c'est un des gros problèmes et c'est un des gros freins, des freins principaux qui font qu'on hésite à aller vers la formation digitale. Alors, ces coûts peuvent être réduits.
C'est-à-dire que ils peuvent être à la fois réduits, mais surtout, je vais dire plutôt maîtrisés, parce que les coûts seront nécessairement relativement importants par rapport à une formation traditionnelle. L'avantage d'une formation traditionnelle, c'est qu'on construit son programme, on vend sa formation, on va chez le client, on sait que quand on se déplace pour aller chez le client, on commence à investir dans le déplacement, mais on sait qu'il y a une formation derrière. Là, ici, quand on construit une formation, on n'est pas sûr de l'avoir vendue immédiatement dans la foulée. Et puis, il y a bien sûr, par contre, des avantages à monter une formation digitale. Et ça va contrebalancer un petit peu les premières contraintes dont je viens de parler. C'est que la formation va être disponible cette fois-ci en continu. Contrairement à une formation traditionnelle, il faut que le formateur soit présent ou qu'il se déplace ou qu'il aille dans les organismes de formation ou chez ses clients pour effectuer sa formation. Ici, la formation digitale pour laquelle on a investi 100% avant même de l'avoir vendue, eh bien, on va pouvoir la rentabiliser relativement rapidement parce que le contenu va être disponible en continu et ça veut dire que ce contenu, bien sûr, il a vocation à être vendu et donc il va pouvoir être vendu même sans que le formateur soit disponible et je pense notamment aux périodes de formation non formelle, voire même informelle. Et puis, on va optimiser le temps des formateurs parce que même si on n'a pas encore le don d'ubiquité et qu'on ne le développera pas d'ailleurs avec le digital, on va quand même pouvoir multiplier les opportunités pour le formateur d'intervenir sur plusieurs formations. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut faire dans une formation traditionnelle, pour laquelle on va investir du temps dans une salle de formation pendant 3h30 ou pendant 7 heures sur une journée, on va pouvoir intervenir sur plusieurs formations de manière ponctuelle, mais cadrée, bien sûr, avec une ingénierie tutorale qui aura été mise en œuvre. On va pouvoir intervenir sur plusieurs formations sur une même journée, sur une même semaine, ou sur un mois, ou même sur une année. Et donc, ça veut dire qu'on va multiplier les opportunités de diffusion de nos formations. On va donc pouvoir les massifier. Et là, la rentabilité va effectivement être relativement intéressante et va compenser l'investissement de 100% des coûts avant Et la formation. Eric, je me permets une Bien interruption sûr. parce que voilà, par rapport au sondage, on n'a pas forcément recensé cette acculturation au digital. Bon, j'ai quand même vu certains profils très avancés dans le sujet, mais pour autant, est-ce qu'un système tutoral, par exemple, est-ce que c'est bien compris par tout le monde et est-ce qu'on comprend bien qu'il s'agit là en fait de la partie accompagnement et cadrage et intervention du formateur dans un cadre très précis, quoi. C'est parce qu'effectivement, on a parfois un jargon qui n'est pas maîtrisé par tous. Et voilà, comme le système tutoral est, et tu le mets en valeur, est très important, Tout à voilà, je fait. voulais juste m'assurer que ce soit bien compris. Donc, si tu pouvais juste le reformuler une fois, même si ça n'a pas été évoqué dans le chat, hein, mais Oui, oui, bien. tout à fait. Alors, j'ai volontairement aussi, et je fais juste une parenthèse, hein, j'ai volontairement aussi passé, pour gagner un petit peu de temps, la question, puisque j'avais prévu une question sur l'acculturation aux outils digitaux, qui sont un des freins importants, hein, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et effectivement, et ça, c'est un peu le fil conducteur de ce webinaire et de ce que j'explique généralement pour avoir une formation efficace, c'est qu'on ne peut pas avoir de formation efficace sans ingénierie. Et ça, je vais y revenir rapidement. Et comme disait Patricia, on ne peut pas avoir de formation efficace sans accompagnement. Et là, je parlais d'ingénierie tutorale. L'accompagnement fait partie, bien sûr, de l'ingénierie tutorale. Alors, c'est un terme qui peut, qui peut évoquer des choses très complexes, très difficiles. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une formation, et surtout une formation digitale, ne peut être efficace que si elle est correctement accompagnée. Et cet accompagnement, bien sûr, doit se prévaloir d'une ingénierie. Alors, cette ingénierie, et je vais en reparler rapidement, et je vais passer cette slide-là, cette ingénierie va vous permettre justement de répondre aussi à des besoins en termes de réglementation. Et je pense notamment à ceux qui veulent se diriger vers le CPF ou ceux qui veulent se diriger vers une certification Calliope notamment. La réglementation, et notamment Calliope, aujourd'hui, impose de justifier du développement des compétences, de justifier de développement de compétences transverses, de justifier de l'adéquation des ressources pédagogiques mises à disposition des apprenants, de justifier de l'adéquation également de la formation en fonction des besoins des apprenants, d'où l'évaluation diagnostique qui est aujourd'hui imposée systématiquement avant formation. Et ça veut dire que cette formation digitale va vous permettre justement, grâce à une ingénierie réduite à une écriture très très fine, va vous permettre de développer des compétences traditionnelles, mais aussi des compétences transversales. Je pense
à la capacité d'autonomie de vos apprenants, à la capacité pour vos apprenants à collaborer, si vous faites des formations sur des groupes d'apprenants, la capacité pour vos apprenants à effectuer des recherches, etc., etc. Donc, on pourrait en citer ce qu'on appelle vulgairement, on en entend souvent parler, ce qu'on appelle les soft skills. Alors, ça va aussi, ce qui va être important pour vous monter une formation digitale, ça va être surtout de pouvoir, au travers de cette ingénierie, faciliter les évaluations. Ça veut dire que, et là aussi, encore une fois, en rapport avec la réglementation, avec Calliope, avec l'accès au CPF, ça va vous permettre de pouvoir justifier par écrit de la facilité avec laquelle vous avez pu écrire vos objectifs pédagogiques et à partir de ces objectifs pédagogiques, être capable de fournir la manière des écrans, les critères d'évaluation que vous avez mis en place, les jalons d'évaluation que vous avez mis en place et la manière dont vos apprenants ont atteint justement les compétences que vous avez proposées au travers de votre formation. Alors, comment, et je vais y revenir sur ces points-là parce que ce sont des points très importants, mais globalement, aujourd'hui, d'où on part? Aujourd'hui, on part d'une formation traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est sur du formel. On fait, je pense, pour la plupart d'entre vous, de la formation en salle, qu'on ait importé du digital ou pas, qu'on utilise des outils des gens digitaux en salle ou pas, peu importe, ça ne changera pas grand-chose. On part tous du même point, c'est-à-dire de la formation formelle en salle. Ça veut dire que là, on a effectivement une posture du formateur qui est un peu le sachant, qui est celui qui dirige son cours, qui amène son expertise, qui transmet son expertise. L'avantage du digital, c'est que à partir de ce qui est existant, et tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, on avait besoin d'un investissement de 100% avant de lancer sa formation, ce qui est tout à fait vrai, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que, contrairement à ce que j'ai dit, on ait l'obligation de construire de nouvelles ressources complètement, d'acheter des outils pour construire des ressources, d'apprendre à utiliser ces outils pour construire des ressources. Là où je ne veux surtout pas vous inviter en fou, c'est que les ressources, elles sont déjà existantes. Vous les possédez déjà. Vous les avez, soit sur papier, soit sur du PDF, soit sur du PowerPoint, soit déjà en vidéo, des vidéos que vous utilisez déjà, etc. Donc, clairement, si vous voulez vous lancer dans une formation digitale, il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'acheter du contenu tout fait sur étagère ou de payer des prestataires externes pour construire vos contenus, mais il est préférable d'abord, et je vous le conseille fortement, il est préférable d'abord d'analyser les ressources que vous utilisez, d'analyser leur pertinence en formation. Et ces ressources que vous utilisez, ben, vous vous rendrez compte, et là on va revenir à la notion d'ingénierie qui est par contre indispensable, on va revenir à la notion de ressources utilisables à des moments différents dans votre formation. C'est-à-dire qu'un PDF peut très bien être utile et être réutilisé dans de la formation digitale. C'est tout à fait pertinent. On n'a pas besoin systématiquement de faire des modules auto-formatifs qui sont relativement coûteux. On n'a pas besoin de réalité virtuelle. On n'a pas besoin de réalité augmentée, etc. Toutes ces choses qui sont pour autant intéressantes, mais relativement coûteuses. Ce qu'il faut d'abord, c'est faire une analyse de vos contenus et de réfléchir à la manière dont on va pouvoir les diffuser à nouveau. Et à partir des contenus utilisables et réutilisables, ben vous allez pouvoir multiplier les opportunités. Tout à l'heure, je disais, vous allez pouvoir multiplier les opportunités d'apprentissage. Alors déjà, parce que le formel va devenir du formel, mais en ligne, c'est-à-dire qu'on va parler plutôt de classes virtuelles ou de webinaires, de webconférences. Et puis, vous allez aussi pouvoir proposer à vos apprenants de travailler de manière non formelle. Ça veut dire que il va vous être possible désormais, grâce au digital, à partir du moment où vous avez un espace qui vous sert de distribution des ressources, et là, Patricia en reparlera, mais on pourrait parler de LMS, hein, globalement, de Learning Management System, c'est-à-dire un outil de gestion des contenus formatifs. Cet outil de gestion des contenus, finalement, ça ressemble à quoi? C'est un serveur, hein, c'est un serveur informatique, un peu comme un disque dur sur le web ou le cloud, par exemple. Et cet outil va vous permettre de diffuser vos ressources de manière formelle en les utilisant en direct, que ce soit en salle ou que ce soit en classe virtuelle, mais aussi proposer des activités non formelles à vos apprenants. Ça veut dire qu'il va falloir, pour ceux qui ne l'utilisent pas aujourd'hui, modifier quelque peu les pratiques et demander à vos apprenants aussi de travailler seuls, au travers de formations actions notamment, ce qui est relativement efficace pour développer des compétences. Et donc, au travers de ces formations actions, leur mettre les ressources à disposition pour qu'ils puissent aller les chercher eux-mêmes, les analyser, effectuer des recherches également sur le web, les guider
vers des recherches existantes sur le web, puisqu'il ne s'agit encore une fois pas de reprendre des ressources existantes uniquement chez vous, mais vous pouvez utiliser, aujourd'hui on a le droit d'utiliser des ressources qui sont sur le web. On parle de la société de la connaissance, on a des ressources qui sont disponibles partout, et je suis convaincu que si je demandais à n'importe lequel d'entre vous de me poser une question aujourd'hui dans son domaine d'expertise, il me faudrait peu de temps pour aller trouver une réponse sur le web. Cette réponse peut être bonne ou mauvaise, bien entendu. Et ça veut dire que là, le formateur va devoir aussi changer un petit peu sa posture, et le formateur va devenir non plus celui qui sait le sachant, mais celui qui guide. C'est-à-dire qu'on va passer du statut naturel de formateur traditionnel au statut de formateur accompagnateur. Et Patricia parlait tout à l'heure d'ingénierie tutorale, et ça en fera partie. Ça veut dire qu'on va définir les périodes et les phases pendant lesquelles on va intervenir et la manière dont on va devoir intervenir auprès de chacun de nos apprenants pour pouvoir les accompagner au mieux. Mais on va leur laisser la main sur ces ressources, sur la recherche de ces différentes ressources, et le rôle du formateur finalement devient plutôt une personne, le formateur devient plutôt une personne ressource, une personne qui valide les connaissances, qui valide les savoirs, plutôt que celui qui possède les savoirs et qui les distribue. C'est aujourd'hui une des postures qui est indispensable de prendre par rapport à la formation digitale et aussi par rapport au public qu'on a dans nos organismes de formation, quels qu'ils soient d'ailleurs. On a des publics qui évoluent, qui vivent aujourd'hui avec le digital. Les réponses sont possibles partout, on les trouve partout avec le digital. Si on reste dans une position de sachant, on va se retrouver confronté à des apprenants qui vont chercher de toute façon des ressources ailleurs, qui vont chercher des réponses ailleurs sur le web. Alors ça veut dire aussi que on va devoir donc du coup guider les apprenants de manière très très forte pour pouvoir multiplier les opportunités d'apprentissage. Ces opportunités d'apprentissage, elles vont se faire au travers de phases formelles, soit en salle, puisque je fais partie, en tout cas pour ma part, des gens qui continuent de dire que le présentiel a toute sa raison d'être en formation. Et pour moi, la formation digitale, uniquement digitale, est une utopie. Il faut absolument de la relation alors physique quand c'est possible. Aujourd'hui, c'est un petit peu délicat, mais la relation avec les apprenants me paraît indispensable et même fondamentale, surtout en salle. L'important, c'est par contre d'optimiser ces phases pendant lesquelles on les a en apprentissage formel, c'est-à-dire en salle, et il faut que ces phases ne soient plus des phases uniquement transmissives, puisque ces phases transmissives peuvent aujourd'hui être faites effectivement en ligne et sans trop de contraintes. Et Et donc ça d'ailleurs, va... Eric, je me permets juste d'ailleurs, par rapport à la remarque initiale de dire qu'effectivement, on va chez l'apprenant ou le formateur accueille chez lui. Là, on y est typiquement dans cette période-là, mais finalement, le digital, ce n'est pas seulement se retrouver chez soi et être derrière un écran, c'est pouvoir consulter des ressources, mais tout à fait dans un centre de formation, à Tout à fait. plusieurs, donc être en physique ensemble, consulter ensemble et même interagir via les outils, tout en étant en présentiel. Voilà. Et le formateur, en fait, optimise son temps de présence et ce qu'il apporte va être d'un autre ordre, effectivement, puisque c'est de l'accompagnement. Donc ça, Tout, c'est la tout à compréhension que je fait. fais de ton Tout à fait, réponse. non, mais tu as raison de rebondir là-dessus, et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure ensemble. C'est qu'effectivement, j'ai cité juste avant la possibilité, à partir du moment où vous avez mis des ressources à disposition de vos apprenants, quel que soit l'outil avec lequel vous avez décidé de leur mettre des ressources à disposition, vous allez pouvoir, j'ai dit, faire de la formation formelle, donc en salle de manière traditionnelle, formelle en classe virtuelle, mais aussi proposer du non formel. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Patricia, le non formel, ça veut dire que vous allez en fait donner une activité, proposer une activité à vos apprenants, une activité de recherche, ça peut être une étude de cas, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et cette activité, par contre, vous allez bien sûr la cadrer, puisque vous allez en définir les objectifs systématiquement. Mais ces activités, elles peuvent être faites. Alors, si on est dans le contexte actuel du Covid, les gens vont le faire chez eux ou en groupe, hein, de manière différente. Par contre, si vous travaillez en organisme de formation, il est tout à fait aussi possible d'optimiser des espaces de formation. Et j'en parlais tout à l'heure, ce matin, à Patricia. Enfin, moi, je rencontre régulièrement des organismes de formation où je leur dis, mais vous avez là des surfaces considérables qui ne sont pas utilisées et pour lesquelles finalement le coût est quand même important. Donc les charges fixes d'un organisme de formation qui possède des salles est relativement important, et pour autant on a des couloirs, on a des espaces, des bibliothèques qui ne servent à rien et qu'on n'utilise pas. Et ça veut dire aussi que dans le cadre hors Covid,
on peut très bien imaginer, et ça fonctionne très bien, de laisser aux apprenants des espaces non formels, un peu à l'image des ateliers de coworking, par exemple, dans lesquels on leur donne des activités à réaliser ensemble, ou pas d'ailleurs, puisqu'il faut aussi leur laisser cette liberté de travailler seuls, parce que certaines personnes sont plus à l'aise seules, et puis on a besoin aussi à certains moments de se retrouver seuls pour apprendre. L'avantage de la formation digitale, c'est aussi de laisser chacun apprendre à son propre rythme. Et ça veut dire que c'est aussi renforcer les possibilités d'apprentissage, ce qu'on ne fait pas quand on est dans de la formation traditionnelle où on convoque tout le monde au même moment et on ne laisse pas le choix aux apprenants. C'est-à-dire qu'on respecte, ou en tout cas l'apprenant respecte lui-même son rythme biologique pour apprendre et donc apprendre au mieux. Donc voilà, le non formel peut aussi être effectivement hors Covid, puisque là on est dans une période Covid, mais peut être hors Covid, mise en place de manière assez facile et encore une fois sans avoir besoin de gros investissements. Ensuite, donc je disais, là il va être important par contre bien sûr de guider les apprenants pour multiplier les opportunités d'apprentissage et pour assurer le développement des compétences. Alors par contre pour ça, et là Patricia, tu peux mettre la question sur la pédagogie, si tu veux bien. Ah, Allô pardon. Patricia? Oui, oui, Ah. j'étais écoutée. J'ai dit je veux bien. Je t'en prie. Si tu Euh, peux, voilà. Parce que là, ça veut dire que, donc je vais, voilà. voilà, on vous propose de répondre à cette question-là. Avez-vous été formé à la pédagogie? Alors formé, ou vous êtes-vous formé à la pédagogie, parce qu'on peut aussi Ah bien oui, sûr oui, se oui, former oui. aujourd'hui, voilà. Mais je l'avais écrite un tout petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Bon. Donc tout le monde a répondu? Il en manque un, mais je crois on peut mettre fin au sondage. Ben, Il y a écoute, une oui, tendance, peut-être, hein. voilà, je vais partager les résultats. D'accord. Ça me Alors parle tout à globalement, fait. voilà. Ouais, ouais. Donc globalement, on voit bien. Alors c'est vrai que c'est fréquemment effectivement ce qu'on rencontre. Et par rapport à toutes les contraintes que j'ai citées tout à l'heure au début de ce webinaire, finalement, la contrainte la plus forte, c'est celle-ci. C'est la formation, alors la formation ou sa propre formation, hein, on n'est pas obligé de suivre une formation officielle pour J'allais dire, connaître la pédagogie, on parle pas mais ici du titre formateur d'adulte, hein, on est vraiment dans des pratiques voilà, théoriques. exactement. L'important, c'est d'avoir effectivement de bonnes notions en pédagogie, parce que la pédagogie, c'est elle qui va être votre fil conducteur pour pouvoir réaliser. Alors, comme je l'ai écrit juste en dessous, j'ai écrit réaliser pour réaliser une formation digitale, mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour réaliser une formation autre, il faut être, entre guillemets, je dirais, adepte de la pédagogie. Alors pourquoi? Parce que dans une formation traditionnelle, le formateur, et tel que je l'ai été d'ailleurs, on est relativement à l'aise, on travaille un peu à l'instinct, on sent, on ressent les choses, puisqu'il y a aussi une relation physique, il y a des signaux faibles aussi qu'on perçoit chez les gens, sur leur visage, sur leur sourire, etc. Ce qu'on voit plus difficilement aujourd'hui, d'ailleurs, avec les masques, hein. Je pense que pour ceux qui font encore de la formation présentielle actuellement, avec des gens qui sont masqués, vous avez dû vous rendre compte que c'est quand même un peu difficile de sentir ce que pensent, ce que ressentent les gens. Et ça veut dire que tout ce qu'on sait faire en formation traditionnelle, quand on est en face à face, eh bien, il va falloir le mettre en place dans une formation digitale. Sauf que dans la formation digitale, on ne peut pas réagir de manière réactive. C'est totalement impossible, puisqu'on va proposer aux apprenants aussi de suivre la formation quand on ne sera pas en face à face. Et ça veut dire qu'on doit réagir de manière proactive. Il faut tout anticiper. Toutes les phases d'apprentissage, toutes les séquences d'apprentissage doivent être anticipées pour assurer leur efficacité. Ça veut dire que vous devez, et ça c'est fondamental, travailler sur 3 points. Le premier point, c'est le travail sur l'ingénierie didactique. Alors clairement, pour simplifier la chose, l'ingénierie didactique, c'est finalement le choix des diverses ressources existantes, c'est-à-dire on analyse les ressources qui existent dans nos formations, on essaye d'imaginer à quel moment on pourra les réutiliser et comment et sous quelle forme. Et là, on réalise une première ingénierie didactique, c'est-à-dire c'est l'articulation de cette mise à disposition des différentes ressources. Et puis ensuite vient une phase d'ingénierie pédagogique où là, on va devoir découper objectif par objectif toute notre formation. Donc on part des objectifs stratégiques de notre formation et puis on les découpe en objectifs de formation, donc comme vous pouvez le voir là sur le schéma, puis en objectifs pédagogiques. Ensuite, on va devoir, et souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de l'évaluation, notamment par rapport à la certification Calliope, au besoin de pouvoir justifier de cette évaluation. On va devoir les découper en objectifs opérationnels.
Donc, ces objectifs opérationnels vont nous permettre justement de valider l'acquisition ou pas des compétences de nos apprenants à partir des critères qu'on aura définis pour chacun des objectifs et qu'on pourra justifier par écrit, notamment aux administrations. Et puis ensuite, on va redécouper plus finement en objectifs spécifiques parce que là, on est obligé d'être très très fin pour pouvoir définir la manière dont on va proposer pédagogiquement la formation à nos apprenants. Et puis, ça veut dire aussi qu'à côté de ça, une fois qu'on aura décrit notre formation telle qu'on l'imagine, il va falloir réaliser une ingénierie, ce qu'on appelle une ingénierie tutorale. On peut l'appeler aussi une ingénierie de l'accompagnement, puisque là aussi, il va falloir définir de manière proactive la manière dont on va accompagner nos apprenants. Alors, ça veut dire que là, pour ça, on a des outils, il existe des outils. Et là, Patricia, si tu veux bien mettre le questionnaire suivant sur la taxonomie de Bloom. Il existe notamment un outil que alors ceux qui ont été formés à la pédagogie connaissent par défaut, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui est la taxonomie de Bloom. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas. Donc, l'objectif du questionnaire, c'est effectivement de le définir. Alors, est-ce que vous l'utilisez déjà ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou pas, que vous maîtrisez ou pas? Alors, j'ai une remarque, alors c'est pas pour en faire tout un débat maintenant, mais que dire des formateurs experts dans leur domaine, mais qui manquent cruellement de pédagogie? Alors, vous avez vu ma remarque, c'est effectivement de l'ordre de ce que Digital Years fait dans son accompagnement, c'est que les certifications, les perpétuelles mises à jour de mise en conformité des organismes doivent pouvoir faire ressortir justement ces profils-là d'experts qui ont certes quelque chose à transmettre, mais qui ne sauraient pas a priori le transmettre ou ne pas apporter d'ingénierie à côté. Ça devrait ressortir par le manque de réponse justement sur ce point-là lorsqu'il s'agit de répondre à Calliope. Puisque Calliope doit pouvoir retracer des pratiques, doit pouvoir récupérer des déroulés pédagogiques. Voilà, il y a pas mal de choses que la certification ou que la recherche de qualité devrait faire ressortir. Pour autant, à l'inverse, j'aimerais quand même rajouter ça, à l'inverse, il y a aussi d'excellents formateurs qui n'apparaissent pas comme experts, mais qui ont su développer cette capacité de transmission, qui se sont formés justement, en autodidacte ou non, à la pédagogie, et qui justement, eux, doivent pouvoir faire valoir le fait de pouvoir travailler en formation, mais qui, par l'administratif et la lourdeur de ces certifications, parfois se perdent en chemin. Mais bon, ils rebondissent en consultant. Hein. Tout à fait. Tu pourras nous mettre le résultat du sondage, s'il te Oui, plaît, pardon. Patricia? Mettre fin au Donc, sondage. je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, et sur la question. Là, moi, j'ai pas une vue là sur les questions, mais effectivement, alors on ne peut surtout pas, et il ne faut surtout pas, d'ailleurs, jeter la pierre au formateur, quel qu'il soit, qui n'a pas développé de connaissances en pédagogie, puisque initialement, Ou le système. andragogie, hein. On nous fait la remarque, mais Oui, l'andragogie, on est complètement dedans. ou d'andragogie, effectivement. Voilà, là, effectivement, là, on parle d'andragogie pour de la formation pour adultes. Encore que là aussi, bon, il y aurait des choses à dire, puisque ça serait plutôt, si on voulait vraiment interpréter le terme andragogie, on serait plutôt lié à l'homme, mais l'homme en tant que mâle, et non pas l'homme en tant qu'humain. Donc là aussi, on pourrait. C'est pour ça que personnellement, bon, je reste sur des choix simples qui sont de la pédagogie adaptée aux adultes. Mais effectivement, la notion de formateur n'implique pas systématiquement, et ça se conçoit parce que le système est comme ça, la notion de formateur n'implique pas d'être un pédagogue. Parce que ce qu'on demande aux formateurs, c'est généralement, et d'ailleurs les référentiels, les cahiers des charges pour devenir formateur dans beaucoup d'entreprises sont d'abord prioritairement d'avoir une expérience, une expertise, donc il y a liée à une expérience de plusieurs années, souvent 3 ans au minimum, dans un domaine ou un autre. Et puis, souvent, après, quand on devient formateur, eh bien, voilà, on est formé à minima par l'organisation qui nous emploie. Et cette organisation nous amène à un niveau plus ou moins élevé de pédagogie. Ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné très bien pendant des années parce qu'effectivement, on était dans une relation, comme je le disais tout à l'heure, du face-à-face. Et donc, on est dans une relation courtoise. Si on sait faire preuve d'empathie, effectivement, ça fonctionne très bien. Sauf que là, la problématique, c'est que on se rend compte, et j'ai été moi-même confronté à ça il y a quelques années, on se rend compte qu'effectivement, quand on est formateur traditionnel, même si on fait très bien son boulot, et souvent c'est le cas d'ailleurs, moi je suis le premier à le faire remarquer, les formateurs font dans la majorité des cas très très bien leur travail, ils savent comment faire, à quel moment faire les choses.
Par contre, quand on leur demande de l'écrire sur le papier et de le réécrire, de le justifier pour pouvoir le réutiliser de la même manière et de manière aussi efficace, eh bien voilà, là il y a un blocage parce qu'effectivement on n'a pas les repères, les jalons qui nous permettent de le faire. Et ces jalons, alors j'ai pas vu le résultat du sondage, Patricia, je ne sais pas si tu l'as mis en place. Ah voilà, merci. Alors, il y a quand même à peu près, voilà, on a à peu près 50% des personnes qui sont ici, qui connaissent la taxonomie de Bloom. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ben voilà, on est sur une répartition à peu près naturelle, hein, ce qu'on rencontre généralement. Alors, la taxonomie de Bloom, globalement, c'est un des outils qui est utilisé par les pédagogues. Alors, je ne vais pas refaire l'historique de la taxonomie de Bloom, mais c'est un des outils qui est utilisé pour structurer la progressivité et la progression de nos formations, puisque bien entendu, il va de soi que les objectifs pédagogiques qu'on va découper pour assurer la possibilité pour chacun de nos apprenants de réussir la formation, on va utiliser un découpage plus ou moins fin. Et cette taxonomie va nous aider, c'est un outil très simple qui va nous aider à démarrer globalement du bas, c'est-à-dire qu'on va globalement apporter de la connaissance du sujet à l'apprenant, ensuite on va lui apporter la compréhension et ensuite on va lui demander d'appliquer ce qu'il a appris, etc., etc. Alors attention aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut cette taxonomie l'utiliser de manière systématiquement du bas vers le haut. Moi, j'ai plutôt tendance à, comme je l'ai écrit sur cet écran, à utiliser des méthodes inductives. Ça veut dire que je vais demander à mes participants en formation, non pas d'attendre que je leur donne la connaissance, mais je vais leur demander d'appliquer la connaissance qu'ils n'ont pas encore. Alors, comment je vais faire ça? Je vais leur demander, le cas typique, c'est l'étude de cas. Vous leur donnez une étude de cas, et que vont faire vos apprenants? Eh bien, ils vont aller chercher l'information, ils vont aller chercher la connaissance eux-mêmes à partir des ressources que vous aurez, vous, mis à disposition, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit sur un serveur, sur un LMS ou sur tout autre outil. Vous allez leur mettre différentes ressources à disposition, vous allez les inviter à effectuer des recherches et aussi à collaborer si vous êtes sur des groupes. Et donc, on part de l'analyse. Et au travers de l'analyse, eh bien, ils vont eux-mêmes aller chercher la connaissance, ils vont chercher à comprendre ce qu'on va leur mettre en place, et puis ils vont faire des applications pour voir si ça fonctionne, pour obtenir un résultat efficace à leur analyse. Et là, ça veut dire que vous avez travaillé en formation-action, puisque vous les avez mis en condition, et vous avez développé chez eux des compétences qui sont bien plus importantes que ceux qu'on développe habituellement, puisque généralement, on a, sur la taxonomie de Bloom, on considère qu'on a les 3 premiers niveaux qui correspondent aux objectifs de bas niveau, et les 3 niveaux les plus hauts, puisque la taxonomie en comprend 6, qui sont ce qu'on appelle les objectifs de haut niveau. Globalement, si on prend en éducation nationale, au niveau scolaire, on travaille sur les 3 premiers niveaux, connaissance, compréhension, puis on demande de mettre en application. Sauf que dans la vie de tous les jours, on est tous contraints au même problème. Et je parle bien de problème, c'est que quand on entre dans une entreprise, ou même quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de résoudre des problèmes qui sont plus ou moins importants. Et ces problèmes, eh bien, on doit se débrouiller pour les résoudre en allant chercher la connaissance, en essayant de comprendre les choses. Et la formation en formation digitale peut aussi fonctionner de cette manière-là, et ça fonctionne d'ailleurs très très bien de cette manière-là. Par contre, ça veut dire qu'effectivement, on a besoin d'une écriture très très fine. Et je finis donc, et après je donne la main à Patricia. Donc voilà un exemple d'écriture. Donc ça, c'est l'écriture d'une séquence de formation avec, vous voyez par exemple là, complètement à gauche, l'objectif de l'activité. La manière, donc ensuite l'approche pédagogique envisagée, c'est la manière dont j'envisage à ce moment-là, effectivement, on peut être sur du transmissif, on peut être sur de la recherche, etc. La durée estimée, donc ça c'est le formateur qui l'estime. L'activité cognitive, bon ici on est dans la taxonomie de Bloom par exemple, et puis ensuite les contenus existants qu'on référence, qu'on répertorie, qu'on écrit, la modalité selon laquelle ça va être proposé, et puis ensuite vous avez toute la partie de l'intervention tutorale qui va être définie selon des critères bien sérieux, c'est-à-dire qu'on va effectivement faire une étude du public qu'on va avoir et en fonction des publics et de la difficulté de la formation qu'on propose, on va répartir l'ingénierie tutorale, c'est-à-dire l'accompagnement de manière plus ou moins élevée. Alors cette écriture est importante et je reviens à nouveau à la réglementation et je reviens à nouveau à Calliope, mais aussi à la notion de coût. Tout à l'heure, j'ai dit que le coût était de 100% d'investissement avant le lancement de la formation. Mais l'écriture de cette manière-là va vous permettre aussi de répartir
le temps et les temps formateurs dans votre formation, puisque j'ai dit qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être à 100% dans une formation digitale. Si on a bien écrit son ingénierie tutorale, on va répartir correctement les temps d'intervention du formateur, et ces temps d'intervention du formateur ne sont jamais de 100% dans une formation digitale. Par exemple, avec Patricia, on propose une formation à la classe virtuelle qui fait 18 heures. Cette formation fait 18 heures pour le temps apprenant, et elle fait environ 6 heures ou 7 heures d'intervention tutorale du formateur. Et ça veut dire qu'en dehors de ces 6 ou 7 heures, eh bien, vous avez la possibilité d'intervenir sur d'autres formations. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de massification des formations, de mise à disposition de formations de manière massive pour vos apprenants, et avec possibilité pour vous d'intervenir sur toutes ces formations de manière tout à fait régulière. Et donc, bien sûr, par contre, effectivement, là, ça demande une écriture assez fine, une écriture qui va vous permettre de justifier justement des différents critères attendus par Calliope, notamment sur la rédaction de vos objectifs, etc. Donc Là, voilà, je vais… ouais. Oui, Je rajoute Patricia? encore que justement, on parle au niveau pédagogique de cette mise en conformité et puis de cette massification. Et c'est pour rebondir sur la suite de cette présentation, mais je vais quand même faire un petit temps de pause pour voir s'il y a des questions. C'est que forcément, ce travail-là peut sembler être travail d'écriture fine. Fin, ça veut dire j'y consacre du temps, je travaille en amont, voilà. Mais le but après, c'est de pouvoir effectivement faire des choix de diffusion qui vont devoir optimiser ce travail-là, soit en diffusant en masse ou en attendant un retour client massif, soit en optimisant son temps d'intervention, donc son temps réel en tant que formateur. Ensuite, il joue aussi sur la tarification, sur plein d'autres critères. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Cette écriture fine vous permet justement, et ça je ne l'ai pas souligné, mais tu viens de le faire, va vous permettre, puisque le temps formateur, le temps d'accompagnement est défini, c'est ce qui va vous permettre aussi d'assurer des tarifs qui sont au plus justes, et donc des tarifs qui ne seront globalement pas aussi chers que ceux que vous pouvez proposer aujourd'hui en formation traditionnelle. Donc à la fois, vous pouvez multiplier vos offres, vous pouvez réduire vos tarifs, puisque vos temps d'intervention seront aussi moindres sur vos formations. Mais bien entendu, il y aura eu plus de travail en amont, et c'est là aussi le temps d'investissement, il est aussi de 100% en amont de la formation. Et le retour sur investissement est un petit peu plus long à venir, mais par contre, une fois qu'il commence à être mis en place, et notamment la Patricia va vous donner des pistes sur cette possibilité de diffusion de formation, là, vous allez voir votre retour sur investissement apparaître. Très bien, merci Eric pour la passation. Je vais afficher mon visage pour ceux qui veulent un interlocuteur. Je répète, je disais que ça aussi, c'est un choix pédagogique de vouloir apparaître en tant que formateur ou non dans les ressources qu'on va diffuser. Je regarde juste s'il y a encore des questions avant que je démarre. Oui. Donc, sur la partie diffusion d'une formation digitale, alors vous aurez remarqué que Eric a bien insisté sur finalement la matrice ou la modélisation d'un parcours de formation qui serait digitalisé, purement digital ou digitalisé. Et cet aspect-là ne fait pas ressortir pour vous, à l'instant T où vous participez à ce webinaire, à des modalités types qu'on vous conseille de choisir parce que justement, il n'y en a pas. On peut les lister, hein, bien entendu, mais voilà, on ne vous a pas parlé de module auto-formatif e-learning, de micro-learning, de classe virtuelle, enfin si, on l'a évoqué. Mais voilà, il n'y a pas de format dédié. Tout ça, ça fait l'objet d'un accompagnement ou d'une réflexion globale en ayant pris justement ces pistes chez les uns, chez les autres, chez Digital Years, chez Eric, chez moi. Et c'est plus que nécessaire de faire ce travail en amont. Donc cette étape-là, vous ne la verrez pas dans cette présentation aujourd'hui, parce qu'elle est propre à vous, à vos choix, à vos clients cibles, à vos thématiques et à votre temps d'intervention en tant que formateur. Donc, je vais repartager mon écran sur le même document et je vais aller déjà plus loin. Et avant même, voilà. Pour moi, tout simplement, ce que je voulais vous permettre d'aborder aujourd'hui, c'est cette réflexion à partir des différents aspects de la promotion et de la diffusion d'une offre qui serait donc finalisée, sur laquelle vous auriez déjà statué, de la modalité et du format. Donc,
pour la diffusion, elle comprend une part de promotion, c'est-à-dire qu'il y a 3 étapes que j'aimerais aborder avec vous pour structurer cette approche. C'est d'une part être conscient qu'il va falloir trouver les clients. Alors, soit vous les avez effectivement déjà, et dans ce cas-là, vous allez tout simplement vous concentrer sur comment je diffuse mon contenu digital et comment j'effectue un suivi pédagogique. Et ensuite, eh bien, comment est-ce que je suis payée? Voilà, ça, ce sont les 3 étapes et je vais vous expliquer bien sûr en détail comment vous pouvez mener la réflexion à partir de ces 3 jalons de réflexion. La question que je souhaitais vous poser au travers d'un sondage, c'est justement quelle serait, à partir du moment où vous êtes dans cette offre digitale, quelle serait la partie parmi ces trois étapes que vous souhaiteriez déléguer ou sur laquelle vous ne souhaiteriez pas travailler. Et là, je vais vous soumettre cette question parce que j'ai besoin de voir quel est votre retour, si vous voulez bien répondre à cela. Donc, avez-vous besoin de déléguer? Et vous pouvez en choisir plusieurs. Hein. Voilà. Mhm. Eric, tu votes aussi, hein? Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait, sans Ah, problème. J'ai voté, Patricia. j'avais plus de retour. OK. Je vais vous montrer ce qu'il en ressort. La recherche de clients. Eh bien oui, je vois que la conception et la gestion administrative, c'est kiff-kiff, on va dire ça comme ça, 40%, 40%. Donc la recherche de clients, c'est effectivement quelque chose qui souhaite être optimisé lorsqu'on se lance dans le digital et ça va de soi puisque pour que la diffusion soit optimisée, effectivement, les plateformes proposent cet accompagnement-là, mais d'un ordre différent. Je vais vous montrer ça. J'arrête de partager. Voilà. Donc effectivement, vous allez avoir, alors je vais commencer par la première étape, celle où vous vous dites, j'ai déjà mes clients. La période actuelle à faire sortir dans leurs besoins le souhait de travailler en digital à distance. J'ai eu le cas d'une cliente qui me disait qu'effectivement, elle a eu pas mal de pertes parce qu'elle devait répondre à cette demande de clients historiques, de pouvoir intervenir à distance, mais avec des contenus auto-formatifs, des interventions, en tout cas qu'elle devait penser cette offre-là. Donc, les clients étaient là. On va dire que la première étape prospection est existante. Donc, je vous propose de vous intéresser à où est-ce que je diffuse à mes apprenants mes contenus en digital. Alors, en premier point, vous connaissez certainement les systèmes LMS, donc Learning Management System. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en faire la mention dans le chat et voilà, on fera un point dessus. Mais c'est vraiment tous ces tunnels par lesquels vous entrez lorsqu'on vous propose de consulter différents modules, de rentrer dans un parcours. Donc, pour un apprenant, ça doit être fluide et c'est avoir un accès à ce contenu que vous avez déjà conceptualisé, modélisé et créé. Donc, c'est une plateforme d'hébergement de contenu, mais aussi de suivi pédagogique des stagiaires. Et là, je rebondis à nouveau sur les différentes prestations que moi je propose et que Digital Yours a à cœur à proposer, c'est cet accompagnement à la mise en conformité. Et pour Calliope, ce type de système LMS, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres plateformes et d'autres logiciels qui font le job, mais ce suivi pédagogique est nécessaire, ou en tout cas peut être optimisé digitalement par ces plateformes-là. Et on se doit de rendre des comptes, effectivement, sur le taux d'assiduité, sur la participation. Alors, plus sur le temps passé sur les plateformes. Hein. Ça, c'est lors du dernier décret, il a été stipulé que ce n'était plus de cet ordre-là. Hein. On n'était pas là, on ne contrôle plus le temps passé sur les plateformes, mais bien les résultats. Ces types de plateformes, LMS, peuvent être payantes. Donc là, on est propriétaire de cette plateforme-là. Alors, il y a différents types de paiements, hein, par abonnement. Enfin, le plus commun est quand même l'abonnement. Et puis, vous avez aussi certains LMS qui sont accessibles en open source.
Alors, open source ne veut pas dire gratuit, mais bien libre de droit. Après, il faut toujours l'installer. Il y a des frais qui peuvent être liés. Voilà. Donc là, je vous ai à chaque fois repris une sorte de symbolique ou de schéma en bas de slide où vous voyez que j'encoche en fait la partie qu'une telle plateforme prend en charge, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, l'hébergement de contenu et le suivi pédagogique. Donc ça, c'est un premier choix à faire. Où est-ce que j'héberge pour pouvoir ensuite transmettre aux apprenants les contenus que j'ai conçus? Là, j'avais encore pris quelques visuels pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, comment on a, voilà, comment est-ce qu'on est accueilli sur une plateforme LMS. Donc, on voit bien qu'on peut commencer un parcours, qu'on voit sa progression, autant en tant qu'apprenant qu'en tant que formateur, puisqu'il y a également des plateformes. Là, vous voyez à droite, vous voyez qu'il y a un reporting, qui permet aussi à l'organisme, au formateur, de rendre des comptes non seulement aux apprenants, mais aux prescripteurs, aux entreprises qui souhaiteraient également avoir un suivi de la progression des acquis de leurs collaborateurs envoyés en formation. Et puis la troisième image, c'est tout simplement pour montrer que l'on peut intégrer toutes sortes de contenus digital, aussi bien de la vidéo que du PDF consultable, l'organisation ou la planification de classes virtuelles. Enfin, voilà, ça regroupe énormément de formats pour constituer un parcours au final digital. Ensuite, je vous présente ces places de marché pour lesquelles vous avez peut-être même déjà été sollicité pour diffuser vos différentes formations, qu'elles soient digitales ou pas. Hein. Je vous différencie ici effectivement les plateformes ou places de marché qui vous proposent non seulement de diffuser votre offre et ensuite de récupérer des clients, mais aussi pour certains, alors là je citais en exemple Udemy, Coursera et Eleform, ceux-ci proposent donc de diffuser des contenus en vidéo ou en digital uniquement. Pourquoi? Parce qu'ils permettent ensuite de garder les clients sur cette plateforme-là et de consulter vos contenus directement sur ces plateformes-là. Cours vidéo, MOOC, enfin tout le verbatim du digital learning peut se retrouver sur ces plateformes-là. Voilà, il faut étudier effectivement ce qu'ils offrent et ce qu'ils demandent à ce que vous fournissiez. Parfois, certaines plateformes vous demandent également de filmer dans leurs locaux et donc de rentrer dans leur format. Ça, c'est un type de place de marché qui, vous le verrez dans la slide suivante, qui permet aussi de régler en direct via la plateforme. Vous avez d'autres places de marché qui ont à cœur justement de donner une vitrine avant tout à toute l'offre de formation de tout type de prestataires, type Diplonova, Skill Market. Alors Webiquio est surtout dédié aux webinaires, mais vous pouvez diffuser aussi bien vos formations en présentiel que des classes virtuelles, que des modules auto-formatifs. Voilà. Et eux redirigent les clients vers le lien que vous aurez bien voulu fournir et ensuite vous traitez votre client en direct de la façon dont vous souhaitez ensuite donner suite à la formation. Donc ça, c'est une différence à faire sur la compréhension de ces places de marché, de ce qu'elles proposent et de comment elles fonctionnent. En termes de tarification, là aussi, c'est au cas par cas, il faut faire une étude de la façon dont vous souhaitez fonctionner, soit par commission, soit par abonnement, illimité, limité, le nombre de diffusions de formations, ça c'est à étudier. Ce sont des pistes que je vous propose à ce jour. Là, j'ai proposé un petit visuel pour vous montrer, là je suis sur Diplonova, par exemple une formation à l'entrepreneuriat qui effectivement diffuse tout simplement les données pratiques, le coût, l'organisation, la durée, l'éligibilité au CPF éventuel et une description des objectifs et du contenu du programme. Mais au-delà de ça, vous voyez bien qu'il y a un bouton « Demander un devis ». Donc là, les clients sont redirigés vers vous. L'avantage de ces places de marché, qu'elles soient toutes modalités ou 100% en distanciel, c'est qu'elles ont, ou elles sont censées, avoir vraiment un plan marketing, un plan de communication proactif pour justement vous trouver les clients, segmenter les clients et j'admets quelqu'un. Et en tout cas, j'ai perdu mon fil. Oui, elles ont vraiment cet objectif de
permettent la délégation de la recherche de clients. Voilà, ça n'empêche pas de rediriger vos propres clients vers la plateforme, le cas échéant, si la plateforme propose une ergonomie, une expérience client top que vous souhaitez offrir à vos clients, à vous, trouver en direct. Mais voilà, c'est la promesse des places de marché. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez ma symbolique en bas à droite de validation de la recherche de clients. Pour les toutes modalités, je n'ai pas forcément coché l'hébergement parce qu'on n'est pas du tout sur un hébergement qui permet aussi le suivi de la progression dans l'apprentissage. Et puis, une facilité de paiement éventuelle, ça dépend des plateformes. Soit on paye en direct via la plateforme et elle se commissionne via de l'intranet, soit pas du tout. Soit vous traitez votre client en direct. J'entends un micro allumé, donc je voulais juste savoir s'il y avait une question ou quelqu'un qui voulait intervenir, commenter. Ou si c'est tout simplement Annick que j'accueille avec plaisir à notre webinaire. Je pense que c'est le deuxième cas. Bon, bienvenue Annick. Je suis contente que tu aies pu être là. Après, tout le monde a coupé le micro pour le moment, mais rien n'empêche de l'activer. S'il y a une vraie remarque à faire ou non, Patricia, il faut revenir sur ce point-là. Je suis tout. Deuxième visuel, je ne prendrai pas beaucoup de temps non plus, c'est ces fameuses places de marché type Udemy. Donc, à chaque fois, je vous ai mis un lien. Je pourrais l'ouvrir, mais en termes de timing, on n'y sera pas sinon. Où là, effectivement, vous voyez très clairement que vous avez un prix d'affiché, même des promos, meilleures ventes mises en avant. Donc là, on est d'accord qu'il y a un travail de fond sur le marketing, sur l'accroche client et la possibilité ensuite de cliquer et d'acheter en direct des contenus que vous diffusez. Il y en a des tas d'autres. Il y en a à foison d'ailleurs. Donc là, je dirais que ce type de plateforme, si on s'en tient aux 3 étapes de délégation que vous pourriez vouloir faire au travers d'une plateforme, eh bien, ce type de plateforme remplit les 3 cases. Ensuite, vous avez certainement été appelé par des pubs, des pubs sponsorisées, que ce soit sur Facebook ou ailleurs d'ailleurs, où on vous propose, enfin déjà, on capte votre attention. Ça, c'est ce premier niveau du tunnel de vente. On capte votre attention sur un besoin qui a été recensé ou par les algorithmes ou par le fait que vous soyez déjà inscrit à des webinaires ou pour récupérer un livre blanc, voilà, entre autres. Cette sensibilisation-là, on suscite l'intérêt chez vous, enfin chez l'apprenant, et ensuite, on propose en général de découvrir l'offre. Par une masterclass gratuite, par exemple, ça c'est typiquement dans la formation, pour aider à la prise de décision. Donc là, je passe bien par les différentes étapes. C'est un schéma assez classique que j'ai pu trouver sur le net. Cette prise de décision permet effectivement de passer à l'action, donc à rentrer en formation ou à rentrer, alors il n'y a pas seulement la formation, ce tunnel de vente, bien entendu, il est valable pour tout type de prestations ou de produits que l'on souhaite vendre. Appliqué à la formation, il s'agit bien d'adhérer à un parcours de formation et de l'acheter. Ces tunnels de vente sont performants. Pour autant, il faut choisir, il faut très certainement se faire accompagner parce que, je vais vous montrer ça. Là, je vous ai donné une liste de tunnels de vente connus, certains dédiés à la formation, type LearnyBox, que vous voyez apparaître en 5e position. Teachable, je l'ai mis parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, que je trouve assez pertinent. Il a vocation à envoyer aussi systématiquement des offres par email qui sont là pour capter l'attention, du contenu gratuit. C'est vraiment ça, c'est capter l'attention, proposer un contenu gratuit et s'il est pertinent, amener à l'achat. Ça, c'est typiquement le tunnel de vente. Alors, il remplit effectivement toutes les cases également. Il automatise pas mal de choses. Notamment, quand vous voyez que votre prénom apparaît dans l'email de confirmation d'inscription, par exemple, là, on est sur de l'automatisation et c'est forcément un gain de temps et donc d'argent. Je la fais rapide dans ce sens-là, mais on est quand même dans ce type de produit ou de solution. Ça fait tout à fait, enfin, ça remplit en tout cas l'objectif que tout un chacun voudrait rechercher à travers cette optimisation de ce temps passé à la conception, donc à la vente du produit final,
pour autant qu'il soit qualitatif et qu'il réponde bien aux clients qu'on a identifiés comme étant les clients cibles. Maintenant, je me permets cette dernière question qui, vous l'aurez compris, a toute sa pertinence dans le choix que vous allez faire en conception d'une formation digitale et en diffusion. C'est cette conformité pour être éligible au fond de la formation. Donc, je vous soumets une avant-dernière question, si vous voulez bien y répondre. Donc, avez-vous besoin que votre offre digitale soit finançable par les fonds de la formation? Tac, tac, tac. Bon, il n'y a pas de secret. 12 sur 13. La 13e personne, à mon avis, en ce vendredi 13, c'est moi. Je mets fin au sondage. Donc, vous avez besoin que cette offre digitale soit finançable par les fonds de la formation. Ça me paraît logique et pas si logique que ça non plus, puisque dans la tendance à fuir un système, il y en a pas mal qui justement fuient les fonds de formation et tentent le direct. Alors, je dirais que, pour une réponse partielle, le digital permet encore plus facilement que le présentiel, finalement, de contourner ça. Parce qu'on peut être dans des solutions qui vont être optimisées au niveau du coût, ça on l'a compris, mais ça ne veut pas dire que le digital s'est vendu au rabais. Pas du tout. On peut être sur des mêmes, des mêmes enveloppes, mais pour autant, vous-même, vous allez optimiser, donc vous allez réfléchir autrement votre offre et votre façon de vendre cette formation-là. Et de l'autre côté, les participants vont avoir d'autres profils, vont être dans une démarche différente et vont arriver en formation sans forcément en attendre une prise en charge à 100% par le digital, parce que vous allez pouvoir aussi modulariser, vous allez pouvoir les faire entrer par bloc de compétences, si je reprends les termes de France Compétences. Voilà. Je dirais que pour qu'elle soit éligible, cette formation, alors clairement, elle ne sera pas, en tout cas, elle ne sera pas, on n'en fera pas la promotion sur le tunnel de vente directement. C'est-à-dire que c'est vous derrière qui pourrez faire en sorte que, par votre gestion administrative, que vous puissiez rendre éligible cette formation via les fonds de formation. Et je ne parle pas du CPF, c'est encore autre chose. Bien sûr que ça fait partie des fonds de la formation, mais le CPF est adossé à une certification. Donc là, pour le coup, quand je pense aux formations en langue, bien entendu que si la formation qui est vendue 100% digitale avec plus ou moins d'intervention tutorale s'adosse après au passage d'une certification, bien entendu que si cette certification est éligible au CPF, la formation est éligible au CPF. Mais au CPF, les fonds de formation, on entend bien là, OPCO et autres. Donc voilà, donc le tunnel de vente en premier niveau de compréhension est à exclure pour toutes vos autres thématiques qui ne sont pas adossées à une certification type CPF. Pour le reste, il faudrait de toute façon privilégier tout ce qui va permettre une traçabilité. Et là, je fais écho à ce que Eric, en termes de pédagogie et d'écriture initiée. Oui, Eric. Tout à fait. Alors, voilà, je voudrais. Alors, effectivement, on a débordé un peu. Alors, bon, je ne vais pas dire que tout le monde est en vacances, mais je pense que tout le monde est confiné, malheureusement. Par contre, je voudrais juste rajouter un point qui me semblait important. Donc, tu as fait un rappel rapide sur le tutorat, donc sur l'accompagnement qui doit être justifié pour accéder effectivement au financement d'État et puis aussi pour répondre aux critères Calliope. Je voulais aussi rajouter que l'accompagnement, l'ingénierie tutorale dont tu as parlé là juste ici à la fin, est aussi un des critères qui permet d'accéder au financement OPCO, donc par exemple Opcalia, etc. Enfin tout ce qui est financement organisme de formation. Donc si vous voulez effectivement accéder à une certification Calliope, et moi je ne parle pas CPF, mais là je parle bien de Calliope, sachant que c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Parmi les critères qui sont à remplir, il y a effectivement cette notion de traçabilité qui se fait, alors pas uniquement au travers d'un LMS, et j'ai tendance à dire bien heureusement, parce que de mon point de vue, les LMS sont à la fois alors un petit peu fades, hein. C'est un des rares outils quand même dans la formation digitale qui a assez peu évolué, désolé de le dire, mais
c'est quand même une réalité, hein, ils se ressemblent tous un petit peu. On a plein d'outils à côté qui sont, et je l'ai écrit dans le chat, hein, on a plein d'outils à côté qui sont utilisables. Et je ne veux pas nécessairement citer de noms, mais voilà, il y en a énormément, des outils de messagerie, des choses toutes simples, des outils qui sont utilisés en entreprise. Alors, on me parlait tout à l'heure d'un outil très connu dans les organisations, et notamment les grandes organisations. Voilà, tout est utilisable, il n'y a pas de frein, il ne faut pas vous donner de frein. Par contre, il faut que l'outil réponde aux Mhm. critères qui font que vous soyez capable de tracer certaines activités. Et ça ne veut pas dire reporter tous les temps, hein, parce que le LMS peut le faire, mais vous ne pouvez quand même pas demander à vos apprenants d'être connectés 100% du temps quand ils travaillent avec un crayon et un papier sur leur bureau. Ça serait quand même assez dommageable. Par contre, vous devez pouvoir justifier, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le chat, c'est vous devez pouvoir justifier d'avoir mis à leur disposition tous les éléments nécessaires à la possibilité pour eux, pour leur donner la possibilité plutôt d'accéder à l'atteinte de chaque objectif que vous proposez dans votre formation. Voilà. Il faut Et qu'il y c'est ait ça des qui est étapes important. d'évaluation. Ouais. Voilà, et c'est ce travail en amont, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup tout à l'heure, c'est ce travail en amont qui est le plus important, et non pas finalement le travail que vous allez faire après au travers de votre formation. C'est un peu dommage, mais si le travail en amont est bien fait, votre formation normalement sera de toute manière qualitative, et vous devez pouvoir justifier effectivement de tous ces éléments, et y compris de l'accompagnement. Ça veut dire que Oui. l'accompagnement tutoral, hein, pour parler de tutorat, doit aussi être tracé, et ça aussi, ça doit faire l'objet d'un document qui détermine comment et à quel moment et pourquoi Oui. vous décidez d'accompagner vos apprenants. Et ceux qui ont connu ça par le passé, ça correspond au protocole individuel de formation, au PIF. Ça faisait souvent rire nos apprenants, mais ce PIF-là était un document, et il est encore, d'ailleurs, il est tout à fait valable, qui doit retracer, plus il y a de digital, plus il doit y avoir d'humain. Donc, on doit avoir beaucoup plus de cadrage et beaucoup plus de justificatifs de comment est-ce que l'apprenant, alors pas seulement comment est-ce que le formateur a proposé sa formation, mais comment l'apprenant a eu toutes les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs, a eu Tout à un fait. accompagnement, a eu connaissance de comment même, quel est le numéro de téléphone à appeler, comment est-ce qu'il se connecte techniquement. Voilà. Après, toute autre offre digitale de formation qui ne passe pas par ces critères-là est tout autant valable, qualitative, mais voilà, ne répondra juste pas aux critères demandés pour les financements. Là, toutes ces pistes-là qu'on vous proposez aujourd'hui restent de l'ordre de la piste. Ça veut dire que vous continuez à faire vos recherches sur quel est l'outil qui va le mieux me correspondre, quelle est la modalité, le format qui va correspondre à mes thématiques. Mais pour autant, on est là. On est là parce que forcément, l'expérience client, nos accompagnements font ressortir beaucoup de choses. Nos tests, et Dieu sait qu'on en a fait, qu'on en a testé des outils ou qu'on a co-édité, peut vous permettre de retrouver chez nous des premiers éléments d'attention, pas forcément de décision, mais d'attention pour que vous puissiez vous-même faire vos choix. J'ai une dernière question juste pour savoir où vous en êtes après ce webinaire. Et puis, on vous laissera, si vous voulez, tous parler en cacophonie. Je ne pense pas que ce soit justifiable, mais voilà, c'est cette fin de webinaire. On aime aussi recenser l'expérience participant. Donc, si vous avez des questions, oui, oui, Catherine, alors je reprends parce que j'étais en train d'échanger avec Catherine et je disais qu'effectivement, on aurait aimé vous en dire encore plus parce que, ben oui, bien sûr, on est aussi des formateurs, hein, avant toute chose. Donc, on a aussi, comme je pense, comme vous tous, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler. Et puis, en plus, ce sont des sujets qui nous touchent, hein, particulièrement puisqu'on baigne dedans depuis très longtemps. Et on a. Enfin, je vais rejoindre de Patricia dans les réflexions qu'on peut avoir souvent ensemble. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça aujourd'hui qu'on travaille ensemble, parce qu'on a aussi cette volonté d'accompagner. Cette notion d'accompagnement, pour moi, elle est très, très importante. Et on a aussi la volonté d'accompagner les gens, et notamment ceux qui pourraient imaginer que ça ne leur est pas accessible, vers la formation digitale. Parce que la formation digitale n'est pas accessible qu'aux grosses organisations qui ont des gros moyens. On peut faire de la formation digitale avec peu de choses. Ouais. Et pour prendre un dernier exemple, hein, c'est un exemple que je reprends souvent, mais j'ai fait moi pour une organisation, j'ai monté une formation de 350 heures l'année dernière
Donc oui, c'est ça en 2019. Et dans cette formation de 350 heures, je n'ai que 4 heures à peu près de formation au travers de modules auto-formatifs. Ça veut dire que ça a demandé très peu de construction de ressources digitales parce que ces formations, je les ai construites pour qu'elles soient des formations actions et finalement, ce sont les apprenants qui construisent les ressources. Ce qui permet à la fois de gagner du temps dans la conception, mais de gagner aussi de l'argent en termes de conception et d'investissement parce que ce sont les apprenants qui construisent les ressources digitales dont vous allez avoir besoin et sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir dans les formations futures. Donc, par contre, tout ça, bien sûr, demande une véritable réflexion en amont, mais c'est tout à fait possible. Donc, la formation digitale ne demande pas nécessairement un gros investissement financier. Par contre, elle va demander un investissement en termes de temps, en termes de réflexion, effectivement, qui peut aussi s'avérer être un coût. Mais c'est aussi pour ça que bon, chez nous ou dans notre collaboration, on aimait aussi sonder quel est votre besoin de délégation parce qu'il y a un moment où, bon, on imagine avoir pas mal de formateurs indépendants là dans nos participants, mais au-delà de ça, ce temps-là, on a beau avoir tout à fait une compétence en administratif, en conception, et je pense que la conception nous intéresse tous parce qu'on a, on a une signature pédagogique à diffuser. Pour autant, se faire accompagner, ne serait-ce que pour déléguer du temps, ça peut avoir du sens, ou à la réflexion pour optimiser après le temps de production que vous ferez après vous-même. Bref, il y a pas mal de pistes, mais merci d'avoir répondu à ce dernier sondage.